Bonjour à tous et bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sibylle et Raphaël. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va vous parler des médias en France. Alors pourquoi on vous parle des médias ? Parce que le 17 août 2022, il y a eu une loi en France qui supprime à partir de 2022 la redevance audiovisuelle. Alors cette redevance, c'était une taxe que tous les Français payaient pour financer l'audiovisuel public. Et cette taxe est remplacée par un prélèvement sur la TVA jusqu'en 2024. Et donc cette mesure a beaucoup inquiété les médias et les journalistes de l'audiovisuel public parce qu'ils craignent qu'ils ne puissent plus avoir la liberté et l'indépendance éditoriale qu'ils avaient et que leurs moyens financiers soient menacés, en particulier vis-à-vis de l'État, parce que leur financement viendrait de subventions décidées par l'État et de la publicité, et donc que l'État aurait plus de contrôle finalement du contenu en fait de ce qu'ils peuvent dire ou non dans leurs médias. Et donc on a eu envie de vous parler des médias en France. Alors rapidement, juste une présentation de ce qu'on a comme médias en France. On a côté audiovisuel, on a des chaînes de télé et de radio publiques. Donc pour les télés, il y a la France Télévisions avec France 2, France 3 notamment. Et côté radio, on a Radio France avec France Inter, France Info. Et puis on a des chaînes privées comme BFM TV ou TF1. Côté presse, on a principalement Le Monde, Le Figaro et Libération. Le Monde qui est un journal centriste, qui se veut plutôt indépendant. Le Figaro qui est un journal de droite et Libération qui est un journal de gauche. Alors, la première chose que j'ai faite en préparant cet épisode, c'est que je suis allé voir où se situe la France par rapport à d'autres pays dans le classement de l'organisation Reporters sans frontières, que Reporters sans frontières fait tous les ans. Ce classement se base sur une définition de la liberté de la presse élaborée par Reporters sans frontières et un panel d'experts. Et donc cette définition, c'est la possibilité effective pour les journalistes, individuellement et ensemble, de choisir, produire et diffuser des informations dans l'intérêt général, indépendamment des interférences politiques, économiques, légales et sociales, et sans menace pour leur sécurité physique et mentale. Alors, à votre avis, quelle est la position de la France dans ce classement, Cécile et Sibylle ? Je ne sais pas du tout. Je sais qu'on n'est pas les mieux classés. Après, la France étant quand même un pays démocratique avec différents médias, peut-être qu'on est dans les 20 premiers, mais pas dans les 10 premiers. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile ? je me dis que si Raphaël nous pose la question, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Quelque chose de choquant. Et que, vu peut-être l'atmosphère avec la presse en France, peut-être qu'on n'est pas si haut que ça. Mais c'est vrai qu'en termes de classement, je ne sais pas exactement. J'attends la réponse. Alors la France est placée en 21e position. Tu y étais presque, Sibylle. Tu étais pas loin, voilà, t'étais pas loin. J'ai été légèrement optimiste. Alors, pour mettre cette position en contexte, on a en tête du classement les pays scandinaves. Toujours eux. Voilà. Alors attends, on va deviner l'ordre peut-être. Quel est le meilleur des meilleurs ? Je sais pas, souvent c'est plutôt la Suède que la Norvège ? Ou la Finlande peut-être ? Cécile, tu penses que c'est lequel le pays scandinave le plus le meilleur élève de la démocratie ? Ça c'est alors là je saurais dire entre les différents pays scandinaves, ils sont toujours en haut du podium. Alors le premier en tête, c'est la Norvège. Ah, je me suis trompée. Juste après, on a le Danemark, puis la Suède. Et ensuite, on a d'autres pays. On a notamment l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni, mais aussi des pays non européens comme la Namibie. Alors rapidement, je voulais parler de comment ce score est calculé. En fait, Reporters sans frontières fait un relevé quantitatif des exactions, c'est-à-dire des agressions, des arrestations commises à l'encontre des professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions, donc dans leur travail.
et également une analyse qualitative de la situation dans chaque pays au travers de réponses de spécialistes de la liberté de la presse, donc des journalistes, des chercheurs, des universitaires, des défenseurs des droits humains, qui vont répondre à un questionnaire proposé par Reporters sans frontières en 23 langues. Et à partir de là, ils calculent un score pour 5 indicateurs et ensuite un score global. Donc les indicateurs sont le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, le contexte socioculturel et la sécurité. Alors, Cécile et Sybille, à votre avis, sur quel indicateur est-ce qu'on a le meilleur score et sur lequel est-ce qu'on a le pire score ? Économique pour le meilleur, peut-être ? Alors moi, je dirais peut-être... Alors, sécurité, je sais qu'il y a eu des faits divers avec des journalistes qui avaient été agressés, mais je pense pas que ce soit quand même un phénomène très fréquent. Enfin, j'espère que c'est pas un phénomène très fréquent, donc peut-être qu'on n'est pas si mauvais là-dessus. Eh bien, en fait, notre meilleur score, c'est pour le cadre légal. On n'a pas de chance. Où on est classé en 10e position. Donc, Reporters sans frontières considère qu'on a globalement un cadre légal protecteur de la liberté de la presse, même s'il y a un peu des lacunes en termes de protection des sources. En 2021, le Conseil constitutionnel a censuré un article dans la loi sécurité globale qui aurait pu empêcher les journalistes de couvrir les opérations des forces de l'ordre. Donc on a aussi, c'est un exemple où les institutions judiciaires protègent la liberté de la presse contre parfois des mesures du pouvoir exécutif qui chercheraient à réduire la liberté des médias. Et alors le score où on est le moins bon, c'est la sécurité. Ah, j'ai tout faux. Avec un rang à 85. Ouh, ah oui. Ouais. Parce que on a eu ces dernières années une augmentation du nombre d'agressions en raison d'un niveau important de défiance vis-à-vis des médias. Ça s'est particulièrement fait sentir pendant la période des Gilets jaunes, qui était une période où il y a eu beaucoup de manifestations en France. Et puis ensuite aussi pendant la période du Covid. Et en fait, cette défiance ressort également d'un sondage qui a été fait le 18 juin 2021 sur le regard des Français sur les médias et l'information. Et cette étude a principalement montré qu'il y a un fort sentiment de méfiance à l'égard des médias en France, qui est de 55% des Français sont méfiants vis-à-vis des médias. Alors à votre avis, pourquoi ? En fait, j'imagine que Alors, en France, il y a une défiance notamment parce que le niveau de revenu est pas du tout le même entre le français moyen et le journaliste. Il y a une étude dans Libération qui a été faite en 2016 qui montrait que le salaire médian des journalistes titulaires se trouvait à 2 800 € net par mois, alors que le revenu médian pour l'ensemble des Français, c'était 1 800 € net. Donc on a un vrai fossé entre les deux. Donc ça peut vraiment créer un ressenti pour le français moyen qui pense que naturellement le journaliste ne va pas le comprendre ou ne va même peut-être pas le voir. Et il y a aussi tout ce qui est catégorie socio-professionnelle, parce que sur la scène médiatique, 88% des personnes présentées dans les programmes d'information sont de CSP+, donc catégorie socio-professionnelle élevée. Et forcément, on peut avoir ce sentiment, encore une fois, que une seule partie de la population est présente sur la scène médiatique et donc de se sentir invisible sur la scène médiatique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vu que ça, c'était donc quelque chose de très français, alors qu'aux États-Unis, par exemple, la défiance était plutôt liée au bord politique. Plus on est de droite, moins on a confiance dans les médias. Et nous, c'est très lié aux revenus, au niveau d'éducation et à la catégorie socio-professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'était pas toujours les mêmes facteurs de méfiance. Oui, c'est très intéressant, effectivement. Et alors, je pense qu'il y a aussi une défiance qui peut être liée à l'impression ou à la réalité que les médias d'information français sont
contrôler. Alors contrôler, c'est un mot un petit peu fort, mais c'est certainement ça qu'on peut avoir dans son esprit. Donc que les médias français sont contrôlés par certains groupes ou par des personnes qui représentent certains intérêts et pas l'intérêt de tout le monde. Et donc sur ce sujet-là, moi j'ai vu une étude qui a été faite par Julia Cagé, qui est une économiste, et Olivier Godeschaux, qui ont donc réalisé une étude dans le cadre d'un partenariat entre un laboratoire qui s'intéresse justement aux politiques publiques, qui s'appelle le LIEP, donc Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et Reporters sans frontières, donc celui qui fait ce classement, en 2017. Et donc dans cette étude, en fait, ils ont cherché à savoir qui était propriétaire des médias d'information français. Et ils se sont rendus compte que 80% des médias d'information français étaient détenus par des entreprises privées. 15% environ étaient détenus par des propriétaires privés ou des groupes d'individus. Donc par exemple Le Canard enchaîné, Mediapart, qui sont assez connus, ils sont dans ce cas-là, et une toute petite proportion, donc certainement un petit peu moins que 5%, qui est détenue par des institutions publiques ou religieuses. Voilà. Mais donc ça, c'est une présentation un peu générale et qui nous dit pas forcément quelle influence peuvent avoir ces propriétaires sur l'information qui est donnée dans leurs médias. Là, ça dépend du fonctionnement. Mais ce qu'ils ont remarqué comme évolution, c'est que en fait, il y a de plus en plus d'actionnaires dans les entreprises privées, qui détiennent les entreprises privées, qui détiennent des médias, qui sont issus d'autres secteurs que d'entreprises de presse indépendantes. C'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui connaissent bien le monde de l'information et puis qui auraient à cœur de garder une information indépendante. Ça peut être donc des actionnaires qui sont dans des domaines complètement différents, et notamment dans le monde financier, dans le monde de l'assurance, en fait. Donc, Julia Cagé elle s'est rendue compte qu'il y avait une surreprésentation, c'est plus que la moyenne, une surreprésentation des actionnaires qui tirent l'essentiel de leurs revenus d'activités financières et d'assurance dans la presse écrite et en ligne. Voilà, donc c'est plus le cas pour cette presse-là, c'est 51% contre 38% dans l'audiovisuel, et ils sont aussi 3 fois plus présents que les actionnaires issus du secteur de l'information et de la communication. Voilà, donc du coup, c'est pas évident que ces personnes-là vont forcément influencer l'information qui est écrite dans les articles des médias qu'ils contrôlent, qu'ils possèdent en tout cas, mais ça peut alimenter la suspicion, le manque de confiance. On peut se dire, ils vont peut-être essayer de faire pression, et souvent ce qui se passe, c'est pas du tout une censure directe, ça c'est très rare, ça ferait des scandales, mais ce qui peut se passer, c'est qu'ils aient un impact sur qui est-ce qu'on embauche, sur qui est-ce qu'on licencie, et donc sur l'orientation politique ou le sérieux des personnes qui écrivent dans les médias. Et je voulais ajouter aussi, à propos de Julia Cagé, elle a fait des travaux très intéressants sur le lien entre la qualité de la presse et la qualité de la démocratie, en quelque sorte. Donc ça montre que justement, c'est très important d'avoir des médias qui donnent des informations de bonne qualité, parce que donc elle a fait le lien entre la qualité de la presse quotidienne régionale, donc ce sont les journaux qui sont diffusés dans une région spécifique et qui sont un peu les journaux que dans les générations précédentes on lisait au quotidien, et donc elle a fait un lien entre la qualité de cette presse et la participation aux élections, et c'est super intéressant parce qu'elle a réussi à montrer que plus la presse quotidienne régionale était de bonne qualité, moins il y avait d'abstention. Donc plus les gens participaient aux élections. Et donc ça, c'est certainement parce que dans un bon journal régional, on explique bien les débats, on explique quels sont les enjeux, et donc ça donne envie de participer à la vie politique de son pays. C'est intéressant. Du coup, on pourrait peut-être parler de notre consommation des médias. Vous, quelles sont vos sources d'information ? Alors moi, je consomme très peu d'actualités. Je vais vraiment faire un distinguo entre les actualités, on va dire, et les sujets de société. Alors, je regarde pas du tout les informations à la télé, soit parce que je trouve que c'est pas forcément qualitatif, notamment tout ce qui est information en continu, où on a l'impression de meubler, tout simplement, ou quand il y a des débats où tout le monde s'attaque à coups de petites phrases, où ça ne s'écoute pas, où on est juste pour ou contre, mais on n'essaye pas de trouver des solutions. Je trouve ça assez violent d'ailleurs, de regarder ce genre d'informations.
Je fais quand même une petite exception pour C'est dans l'air, que j'ai découvert quand j'avais 18 ans et que j'adore parce que justement, il y a pas mal de points de vue différents, les gens s'écoutent et les reportages qui ponctuent le débat sont assez différents de ce qu'on peut trouver dans les autres chaînes d'information. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et aussi, une des raisons pour lesquelles je ne regarde pas les informations à la télé, c'est que je trouve ça très anxiogène, notamment par le ton utilisé, les images partagées. Dès que je suis en famille et que peut-être je vais regarder les informations tout de suite, il se passe quelque chose de terrible et je sens que naturellement tout ce qui est santé mentale ne suit pas forcément. Donc j'essaie de m'en protéger même si c'est pas forcément une bonne chose en soi. Après, je ne lis pas non plus les journaux nationaux. Je crois que j'ai toujours eu cette idée un peu d'image élitiste des grands titres de la presse française et j'ai naturellement un peu peur que ça soit trop ardu. Donc souvent je lis des articles quand on me les partage, mais je ne vais pas les chercher spontanément. Mais par contre, heureusement que j'ai des proches qui m'envoient des messages quand il y a des choses importantes qui se passent dans notre monde, parce que je pourrais être tout à fait un peu recluse, ce qui n'est pas une bonne chose. Par contre, justement, t'en parlais, Sybille. Je consomme un journal, alors pas régional mais local. Qui est un journal en ligne qui se passe du coup à Strasbourg, là où j'habite, qui est un journal qui s'appelle Poca et qui traite en fait d'une variété de sujets qui touchent à la ville de Strasbourg et à ses environs. Et en fait, c'est intéressant parce que ça m'a vraiment permis de mieux comprendre la ville dans laquelle je venais m'installer, puisque je ne connaissais pas du tout ni la ville ni la région. Et ça parle à la fois de la vie politique, des chantiers en cours, des problématiques actuelles qui touchent la ville, mais aussi des ouvertures de commerce. Enfin, c'est assez large. Et en fait, je le lis tous les jours, tout simplement. Et je me rends compte à quel point on apprend à connaître une ville, effectivement, comme tu disais, Sybille, par ce qui nous touche au plus près aussi. Et justement, où ils vont prendre plus le temps de contextualiser certaines choses. Et voilà. Par contre, concernant les sujets de société, ça, j'adore. Parce que tout simplement, ça permet de prendre du recul, ça donne plus de contexte, on prend en compte davantage de points de vue parce qu'on n'est pas dans la réactivité, on est vraiment où on se pose pour faire les choses. Et ça va aussi souvent montrer plus de solutions. Donc on n'est pas forcément dans le buzz un peu négatif, on va aussi aller plus loin à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs, je pense, ça qui nous rassemble aussi dans ce podcast. Et du coup, en termes de consommation, je vais être vraiment plus donc sur les podcasts, que ça soit des replays de radio ou des podcasts natifs, et les reportages aussi parfois à la télé. Une petite dédicace à Élise Lucet que j'aime beaucoup dans ses reportages, puisqu'elle est pas très aimée forcément des gens qu'elle va interviewer, des grands de ce monde parfois, mais elle est très appréciée dans l'univers journalistique. Et après, je ne sais pas si on peut vraiment parler de médias, mais tout ce qui est essai, justement sur les sujets de société, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et enfin, alors là, on n'est pas vraiment sur la prise de recul, mais parfois les médias sociaux, quand ils s'intéressent justement aux sujets de société, sont aussi des médias qui vont parfois creuser quelque chose de très très pointu, qui va être une niche et qui peut donner aussi des pistes de réflexion derrière qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà, ma consommation un petit peu des médias. Je te passe la parole, Sybille. Eh bien, moi aussi, j'aime beaucoup... C'est peut-être logique pour quelqu'un qui fait un podcast. J'aime beaucoup me renseigner à travers des podcasts. Donc ça va pas être de l'actualité brûlante, quoique ça peut être en lien avec une actualité brûlante. Mais j'aime beaucoup les podcasts qui proposent des documentaires sur des sujets que parfois on ignore complètement ou même dont on pense qu'ils ne nous intéressent pas jusqu'à ce qu'on écoute un podcast passionnant sur le sujet. Donc là, je pense par exemple à 3 podcasts qui font des documentaires que j'aime bien écouter. Il y a Les Pieds sur Terre qui est vraiment formidable, mais ils font de tout. Donc je vais pas forcément tout écouter, mais voilà, quand il y a un sujet qui m'intrigue, j'écoute ça. Il y a aussi Programme B, qui est aussi un podcast qui fait des petits reportages sur différents sujets de société. Et Splash, qui est un podcast qui s'intéresse à l'économie. Alors c'est pas forcément un sujet qui me passionnerait
naturellement, mais dans Splash, on explique très très bien les enjeux de différents sujets liés à l'économie. Et puis, ils ont commencé aussi un versant politique. Donc maintenant, il y a aussi Splash politique qui, là aussi, va donner du sens, en fait, à des questions politiques qui pourraient nous paraître un petit peu déconnectés de la réalité ou qui nous parlent pas trop. Et là, vraiment, ce sont des podcasts qui donnent du sens à l'actualité et à des sujets assez variés. Et sinon, en fait, moi, j'ai une consommation des médias qui est assez variable. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de se rendre compte que on n'est pas toujours rationnel ou régulier, parce que, moi, je me rends compte que en fonction des moments, des périodes et de l'ambiance, on va dire, générale, je vais plus ou moins m'informer. C'est-à-dire que moi, je suis quand même très intéressée par tout ce qui est politique, par exemple les élections américaines, ce genre de choses. Donc, il y a des phases comme ça où je vais tout suivre, j'ai tout regardé. Donc, moi, c'est surtout sur Le Monde. Et puis, parfois, je complète un petit peu avec d'autres journaux comme Libération ou pour des reportages sur des sujets spécifiques, Slate, qui a une version française, même si c'est américain à la base, il me semble. Donc voilà, il va y avoir des périodes où je vais me plonger dans l'actualité, être passionnée, tout lire. Et puis, il y a d'autres périodes plutôt de repli. Donc, par exemple, avec la guerre en Ukraine, il y a eu un peu les deux. C'est-à-dire qu'au début, j'ai beaucoup regardé parce que j'étais préoccupée et je voulais savoir ce qui se passait. Et puis ensuite, il y a une phase où je me suis dit, mais c'est vraiment triste et plombant et j'ai compris, il y a une guerre, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de suivre le déroulé jour après jour, ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui va m'affecter sans m'apporter une meilleure compréhension au niveau géopolitique, sans m'apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc là, j'ai arrêté un petit peu de suivre autant que je ne le faisais dans les premiers jours ou les premières semaines. En tout cas sur ce sujet-là. Donc c'est très variable et je sais que c'est pas forcément une attitude rationnelle, mais effectivement, je consomme plus ou moins les médias en fonction de mes émotions et des émotions qu'ils risqueraient de m'apporter. Et toi, Raphaël, alors? Alors, moi, un petit peu comme toi, en ce qui concerne les sources d'informations au quotidien, je regarde Le Monde, principalement, voilà. Et comme toi, ça va dépendre des périodes. Il y aura des moments où un sujet m'intéressera, d'autres moments où je serai vraiment pas d'humeur à regarder les informations, parce que je sais que dans ces moments-là, oui, voilà, ça aura un poids négatif et que ça ne me fera pas du bien, tout simplement. Souvent, ce que je fais, c'est que j'ai l'application Le Monde sur mon téléphone. Alors, du coup, j'ouvre rapidement, je regarde un peu les titres. S'il y a un article qui me paraît intéressant, je vais le lire. Mais si tout me paraît soit déprimant, soit ne m'intéresse pas, je referme, quoi. Et après, moi, je regarde, j'écoute rarement des podcasts. Ça m'est arrivé sur certains sujets, mais seulement pour des périodes courtes. À un moment donné, il y avait un podcast sur la musique dans le jeu vidéo, il me semble, comme c'est un sujet, la musique qui m'intéresse beaucoup. Enfin, la musique et le design sonore. Donc là, j'avais écouté ça un petit peu, mais c'était seulement pendant un temps. Également un podcast qui s'appelle Nota Bene, qui parle de sujets aussi plutôt historiques en grande partie. Donc ça aussi j'écoutais un petit peu, mais voilà, c'est ponctuel pour les podcasts. Voilà. J'ai aussi regardé les habitudes de consommation des Français et j'ai trouvé 2 graphiques qui représentent les résultats d'un sondage effectué en 2019 sur un échantillon représentatif de l'ensemble de la population de 12 ans et plus. Et donc le premier graphique représente quels sont les médias qui permettent le mieux de suivre l'actualité selon les Français. Et donc en tout premier, on a la télévision avec 48%, suivi d'Internet avec 19%, la radio avec 12%, la presse écrite avec 11%, les médias sociaux avec 6%, et les livres avec 2%, les 2% restants étant
des gens qui n'avaient pas d'opinion sur le sujet. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre quand même que on a très peur un petit peu dans le discours collectif que les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui sont peut-être plus une source de désinformation que les médias traditionnels, soient ce qu'il y a de plus suivi comme source d'information. Et là, d'après ce que tu dis, c'est pas le cas. 6%, c'est pas tant que ça. Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait que l'autre question, c'était quel média permet le mieux de comprendre l'actualité, donc pas de la suivre, mais de la comprendre. Et là, les réponses étaient un petit peu différentes. La télévision domine toujours avec 40%, mais c'est plus faible que pour le fait de la suivre. Pour la comprendre, on a ensuite 22% Internet, mais là, pour le coup, c'est plus que pour le suivi. Alors ensuite, on a la radio avec 9, donc c'est moins que pour le suivi. Ensuite, on a 18 pour la presse écrite, donc c'est plus que pour le suivi. Et pour les réseaux sociaux, on est à 4 au lieu de 6. Donc là aussi, c'est intéressant parce que les gens semblent quand même trouver que pour comprendre réellement l'actualité, on va pas forcément le mieux la comprendre à travers la télévision ou la radio d'ailleurs, mais plutôt sur Internet et dans la presse. Mais la télé reste très importante. Je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est lié aussi au niveau d'études, parce que effectivement, quand on a l'habitude de lire des textes longs, on va être moins rebuté par la lecture d'un journal, que ce soit en ligne ou en papier, et alors qu'à l'inverse, si on n'est pas habitué à lire des textes longs avec un vocabulaire compliqué, on va peut-être préférer quelque chose de plus visuel avec quelqu'un qui explique l'actualité. Mais en tout cas, oui, ça montre aussi qu'on n'est pas représentatif parce qu'aucun de nous trois ne regarde les informations à la télé. Ouais. Et pourtant, une majorité des Français le font. Donc, il faut Ouais. aussi. Après, ça serait intéressant de savoir, enfin, en même temps, parce que la télé, il y a quand même un gros avantage, c'est le côté image. Et le fait qu'on ait, enfin, en même temps, la radio, on a aussi les différentes voix. Mais je pense que le média de l'image est vraiment très important et va permettre, notamment maintenant, on fait quand même des animations visuelles assez intéressantes et qui peuvent permettre à tout à chacun de mieux comprendre les informations. Quand on voit, enfin c'est des trucs bêtes, mais quand on voit la Terre qui tourne pour dire qu'on va faire ce reportage à cet endroit-là, quand ils font des graphiques assez simples qui viennent entrecouper le reportage, c'est aussi de l'éducation et de la contextualisation que parfois c'est pas aussi facile de retrouver dans d'autres médias. Mais après, je me demande parce que finalement sur YouTube par exemple, là on est sur Internet et on a aussi ce même support. Donc ça serait intéressant de voir justement parce que Internet est bien plus bas que la télé, de voir si YouTube est peut-être plus compréhensible que la télé aussi en termes de compréhension. Vrai, mais ouais, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de chaînes informatives et de vulgarisation qui expliquent beaucoup de choses sur YouTube. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le rapport entre les Français et leurs médias et aussi la qualité peut-être des médias? Alors, je ne sais pas si c'est une solution parce que il manque peut-être la suite, mais peut-être que si les médias n'étaient pas aussi tributaires, n'étaient pas aussi liés aux pubs, peut-être que on aurait plus d'articles de qualité. Dans le sens où, comme les revenus des médias sont liés aux pubs, alors je parle là des médias en ligne, il y a vraiment cette question d'instantanéité. Enfin, je parle des médias en ligne, mais en fait aussi à la télévision. Et donc, plus on écrit vite un article, plus on va recevoir peut-être une notification, plus on va cliquer sur cet article, et plus tous les autres articles qui suivront, on n'aura plus d'intérêt à cliquer dessus, puisqu'on aura déjà eu une information. Et c'est cette instantanéité de l'information qui va potentiellement poser des problèmes de qualité et donc va vraiment entraîner le cercle vicieux où
on écrit vite, c'est moins qualitatif. Le consommateur d'informations a une défiance vis-à-vis de ces journalistes et on continue. Et par contre, le problème aussi qui se pose derrière, c'est que qui est prêt aujourd'hui, d'ailleurs ça serait intéressant de trouver les chiffres, qui est prêt pour payer aujourd'hui pour avoir une information de qualité. Donc voilà, la pub peut être la suppression de la pub parfois peut être une solution. Mais par contre derrière, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver notre qualité de la presse? C'est intéressant ce que tu disais là par rapport à l'instantanéité de l'information. Il y avait quelque chose que je constate régulièrement avec Le Monde, qui est, voilà, comme je disais tout à l'heure, ma principale source d'information, c'est que depuis quelques années, quand il y a des gros événements, ils font un live et où ils suivent en direct effectivement le déroulement de cette actualité. Finalement un petit peu comme à la télévision sur les chaînes d'information. Alors là, la différence, c'est que les gens peuvent poser leurs questions, donc d'une certaine manière obtenir des réponses et des explications en direct, mais en même temps, il y a cette instantanéité, une espèce de répétition permanente aussi de certaines informations. Donc suivre le live, à mon sens, n'a que peu d'intérêt. Je préfère, quand je vois un live comme ça, aller voir les articles en rapport avec cette actualité, des articles plus fouillés, plutôt que de regarder ce live qui finalement se met du temps à se dérouler, et où un petit peu comme sur les chaînes d'information, on meuble un petit peu. Cette répétition comme ça, à mon avis, nuit plutôt à la qualité des médias. Moi, je pense aussi que ce qui pourrait beaucoup jouer, ce serait plus de terrain en proximité avec les gens. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Sybille, sur la presse quotidienne régionale. J'avais notamment vu un journaliste que je ne connaissais pas, mais il s'appelle Rémi Buisine, qui fait des directs sur Facebook pour la chaîne Brut. Et notamment, il se déplaçait beaucoup au moment de la période des Gilets jaunes sur les manifestations et faisait des interviews longues avec des gens ordinaires. Il leur laissait vraiment la place de s'exprimer et de réagir. Et souvent, il disait « On sait ce que vous filmez, mais on ne sait pas ce que vous diffusez », en s'adressant comme ça aux journalistes en général. Donc, il y a cette espèce... ça traduit encore cette méfiance. Donc, si on laissait plus la parole aux gens, peut-être en direct, ils se sentiraient plus écoutés et peut-être ça restaurerait en partie la confiance entre les Français et leurs médias. Dans le même ordre d'idée, de rétablir un lien, en fait, ou d'établir tout court un lien entre tout le monde, tous ceux qui ne sont pas journalistes et les journalistes, donc ceux qui diffusent l'information. Je pense que l'éducation a un rôle très important à jouer aussi. Et alors, ça se développe de plus en plus en France à l'école, des cours sur l'éducation aux médias où on va apprendre un petit peu aux enfants et aux adolescents à se repérer parmi les différents médias, à repérer ce que c'est une fake news, à faire la différence aussi entre une fausse information et une parodie, parce que je pense à ça parce que j'ai moi-même été enseignante en lycée et quand j'ai expliqué le concept du Gorafi, qui est un journal parodique qui fait de la fausse information mais pour rire, c'est pas du tout pour diffuser des fausses rumeurs, eh bien, mes élèves ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi ils font ça, madame? Pourquoi ils font ça? Ils comprenaient pas du tout l'intérêt. Et donc, si on comprend pas ce qu'est une parodie, pourquoi on ferait des fausses informations, mais pour rire, eh bien, on risque de prendre ces fausses informations pour des vraies informations, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça montre qu'il y a peut-être... une difficulté à comprendre les différents statuts de l'information. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que je trouverais intéressant, au-delà d'expliquer aux élèves comment se repérer dans les médias, comment trouver la bonne information, ça serait intéressant de leur faire peut-être des petits stages
dans un journal ou à la télé. Bon, je sais que c'est pas facile à mettre en place concrètement, mais pour qu'ils voient vraiment comment se déroule le travail d'un journaliste. Et ça pourrait aussi peut-être rétablir la confiance vis-à-vis des journalistes qui font bien leur travail, qui sont quand même en général des personnes qui ont à cœur de transmettre une information juste ou une information compréhensible. Je pense que ce serait très intéressant d'être plus transparent, en fait, même peut-être de faire des reportages sur les journalistes et de montrer comment ils travaillent. Et du coup, on comprendrait mieux certaines choses. Pourquoi parfois les informations s'avèrent fausses, mais c'était pas forcément une volonté de mentir, mais c'est aussi que parfois on a une source qui n'est pas bonne, ou on est allé trop vite, et donc ensuite, on revient dessus. Enfin, voilà, je pense que ce serait assez intéressant de mieux comprendre, que tout le monde puisse mieux comprendre comment un journaliste, que ce soit à la télé ou à la radio ou dans la presse écrite, travaille. Ouais, ça. Ouais. Vas-y, Cécile. C'est intéressant, c'est hyper intéressant effectivement de comprendre, parce que quand on lit un peu justement la définition d'un journaliste et de son rôle, il y a vraiment ce côté investigation auquel on pense pas forcément quand on pense au journaliste en tant que tel, et c'est là où il va creuser, il va aller croiser ses sources, etc. Et ce que tu disais aussi par rapport à l'éducation aux médias, c'est que aujourd'hui, je lisais quelque chose d'intéressant, c'est que dans les années 2000, en fait, les seuls médias étaient les journalistes. Et est arrivé Internet, où il n'y avait plus que... parfois, à la radio, on avait des personnes qui pouvaient intervenir à la radio, et sur les journaux papier, on avait le courrier des lecteurs. Et tout à coup, on a eu les personnes qui pouvaient réagir, commenter, et le lecteur devenait média lui-même, finalement. Et je lisais un article intéressant qui disait que 2/3 des informations étaient des copier-coller de l'information qu'on pouvait consommer, et donc ça crée forcément ce phénomène d'infobésité, et c'est super difficile pour les jeunes, et même pour les moins jeunes d'ailleurs, de s'y retrouver dans toute cette information, où c'est un peu pareil mais pas toujours, où on met toutes les sources, on a l'impression que toutes les sources sont au même niveau, mais alors que pas du tout. Et justement de pouvoir de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une source fiable, qu'est-ce qu'est un copier-coller, qu'est-ce qu'un journaliste, qu'est-ce qu'est une carte de journalisme, etc. C'est un vrai défi aujourd'hui pour s'y retrouver. Tout à fait. Et les réseaux sociaux ne font qu'alimenter cette course à l'information, avec une perte de qualité, ou un risque du moins de perte de qualité. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que pour que les Français reprennent confiance dans les médias, il faudrait donc déjà une meilleure éducation aux médias, pour que à la fois ils sachent, en particulier chez les enfants, qu'ils apprennent à faire la distinction entre une bonne information et une fausse information, qu'il faut croiser ses sources, etc. Et puis aussi peut-être faire en sorte qu'ils aient une meilleure compréhension du travail des journalistes. Je pense qu'il est très important en fait aussi qu'il y ait plus de proximité entre les médias et les gens, qu'ils aient avec la possibilité pour la population de s'exprimer en sachant que leur parole ne sera pas déformée, tronquée, ou en tout cas pas excessivement, parce que c'est ça aussi qui peut conduire à un sentiment de trahison. Et enfin, je pense qu'on peut dire que ce qui serait bien, c'est que les médias traditionnels reviennent à leur cœur de métier, qu'ils reviennent donc à un travail plus d'investigation, de profondeur. Mais pour ça, il faudrait qu'ils aient des budgets suffisants. Et donc on se retrouve du coup de nouveau un peu au début de notre épisode. La question du coup de l'argent. Et comme on dit en français, l'argent c'est le nerf de la guerre. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire. Désolée. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Et je pense que ça sera peut-être une phrase qu'on pourra utiliser à la fin de bon nombre d'épisodes. C'est sûr. Et bien pour celui-ci, en tout cas, ce sera le mot de la fin. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.